Le 16e jour du mois de mai tombe mercredi. Mesdames et messieurs, merci d'être au grand rendez-vous. On se retrouve tout de suite après la météo pour le menu. Au grand rendez-vous ce soir, mesdames et messieurs, nous aurons sur ce plateau, précisément dans Espère, Sira Seke, co-initiatrice du Festival des familles. Elle est notre experte de ce soir pour parler de famille et société inclusive pour l'atteinte des ODD numéro 16. Vous la verrez tout à l'heure pour aborder le sujet avec nous. Nous aurons également sur ce plateau après Sira Seke, nous aurons Dr Franck Yedomon, il est dermatologue. On l'avait annoncé hier, on va parler avec lui de l'albinisme. Connaître la maladie pour une bonne prise en charge. Vous voyez donc les images. On aura les détails tout à l'heure avec Franck Yedomon, dermatologue. Le dernier plateau du grand rendez-vous ce soir consacré à Autant Savoir parle du code du numérique. Quel apport à l'économie? Vous aurez les précisions tout à l'heure avec notre invité, l'invité de Autant Savoir. C'est donc, mesdames et messieurs, les trois grands plateaux qu'on aura sans pour autant oublier que vous aurez ActuWeb qui sera présenté par Marcel Arossi, une réalisation de Léonida Onzo. Mais avant tout cela, mesdames et messieurs, permettez-moi d'accueillir ici même la fine fleur du jardin de Rose, le bouquet de certains. Et oui, c'est bel et bien Amandine Anyambossou pour le menu dit 19h45. Amandine, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer. Dans cette édition du soir, nous parlerons du jeûne musulman. Le mois de Ramadan démarre officiellement demain jeudi 17 mai 2018. Les poissons que nous consommons sont tous contaminés. Une contamination due à l'utilisation des pesticides. Roch Aurélien Aquaino est allé faire le constat. Et pour finir, nous allons nous intéresser au métier de géomètre. Les géomètres qui sont des spécialistes chargés de délimiter des propriétés immobilières. Voilà, heureuse d'annoncer, le menu 19h45. Ce sera un réel plaisir pour nous de vous retrouver tout à l'heure, Amandine Anyambossou, lorsqu'il va sonner 19h45. À tout à l'heure donc. Mesdames et messieurs, on reste avec vous pour recevoir ici, comme je l'avais annoncé, Sira Seke, co-animatrice, co-initiatrice, voilà, du Festival des familles Festifa, tout de suite dans Espère. Avec donc Sira Seke, co-initiatrice du Festival des familles, on va parler de famille et société inclusive pour l'atteinte des ODD numéro 16. Vous le savez, hier 15 mai 2018, c'était la journée internationale des familles. Et c'est dans ce cadre qu'on l'a reçu, ou qu'on la reçoit sur ce plateau. Sira, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Merci, c'est moi. Et la famille Seke, la famille nationale.
Toutes les familles vont bien malgré les défis quotidiens. N'est-ce pas? Il faut le dire. Oui, bon, on n'a pas le choix, on ne peut que faire avec ces défis-là. C'est vrai. Bon, Festifa, c'était du 4 au 6 mai. Au 6 mai, exactement. Nous sommes déjà au bilan. Okay. Merci pour cette opportunité puisque nous l'avions annoncé à grande pompe. Le Festifa, c'était en prélude à la Journée internationale de la famille. Festifa, c'est le Festival international des familles, juste pour créer le creuset, le carrefour où tous les acteurs évoluant dans la pastorale familiale puissent se mettre ensemble et parler famille, s'intéresser aux défis liés à la famille et puis sensibiliser les jeunes sur les questions liées à la famille. Le Festifa, c'est le bonheur qui s'invite chez les familles. Le Festifa, c'est le moment opportun pour se dire les vérités et voir comment promouvoir effectivement la famille qui est un bien à sauvegarder. À sauvegarder. Voilà. Mais quel constat avez-vous fait pour créer ou initier un tel projet? Alors, je peux dire déjà, heureuse que c'est venu d'un peu très loin l'histoire. C'est quand le pape François nous a reçus au Vatican en 2014, au colloque international et interreligieux. Il y avait toutes les religions et on s'est rendu compte qu'on était le seul couple africain. On avait représenté l'Afrique, mon mari et moi. Et on ne pouvait pas imaginer que tout ce qu'on faisait était suivi. Donc c'est un père évêque qui en a parlé au Vatican et le pape a souhaité nous rencontrer. Arrivé là-bas, il nous a accordé 25 minutes pour parler aux experts de la famille, à toutes les religions présentes, de ce que nous faisons, surtout par rapport à l'Afrique. Et c'est là que nous avons initié, nous lui avons proposé, après notre speech sur notre témoignage de vie, qu'il est important que l'Afrique aussi ait son colloque, l'Afrique aussi ait son festival, pour que nous puissions réellement discuter des questions liées à la famille africaine, au-delà de tout ce que le pape nous avait dit, comme quoi la famille n'a pas de couleur, la famille est une question idéologique, la famille c'est juste la famille. Et quand nous avons présenté ce speech de 25 minutes, je vous assure, il a été émerveillé, ainsi que les experts qui étaient là, de la doctrine de la foi, et ils nous ont envoyés aux États-Unis pour participer à la 8e rencontre mondiale des familles. Et là, nous avons été émerveillés, nous avons été nourris, nous avons été, je sais pas, nous avons été au contact des réalités des autres familles. Et nous nous sommes rendus compte que quand on ne sort pas du champ de son père, on pense toujours que son père a le champ le plus grand. Tout à fait. Et c'est là où nous avons eu assez d'échanges, d'expériences. Et tous ces enseignements nous ont confortés dans ce chemin, sur ce chemin, dans ce combat. Et une fois arrivés au Bénin, nous avons rencontré certaines personnalités, nous leur avons dit, nous avons besoin de créer un concept pareil. Mais on avait une peur. Est-ce qu'on pouvait? Oui, parce que ce qu'on a vu au Vatican, ce qu'on a vu aux États-Unis, on se demandait déjà que, bon, ça fait 15 ans que Love Power est dans le combat des valeurs familiales. 15 ans déjà. 10 ans à la télé avec l'émission Unis pour toujours. Et je salue les responsables de l'OETV. C'est grâce à eux le bébé a vu le jour et grandi. Un bébé qui a 10 ans, je vous assure, c'est quand même assez... un grand bébé. C'est un grand bébé. Alors, nous nous sommes dit, il faut capitaliser tout ça. Et nous, on a eu la chance d'avoir l'accompagnement de la chaîne nationale. Il y a d'autres conflits, il y a d'autres amis, il y a d'autres organisations qui font le même travail que nous et qui s'associent à nous. Mais les gens ne savent pas ce qu'ils font. Donc, nous avons besoin de les associer à tout ce que nous avons vécu au Vatican et aux États-Unis et partager ça avec nos frères et sœurs qui sont ici. Et maintenant, c'est dans cette réflexion que nous sommes tombés sur un couple togolais. C'est pourquoi le festival a pris le caractère international. Parce que le Togo s'est intéressé, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal et le Cameroun. Donc, on est tombé sur un couple togolais qui organise le salon du mariage au Togo. Je dis ça, on a besoin de leur expertise. Ils ont été séduits par nos développements lors des 3 jours du salon du mariage. C'est comme ça qu'ils nous ont accompagnés et on a démarré le Festival international des familles qui a vraiment vu le jour au Bénin. Je sais que je ne vous arrête pas. Hein. Encore que quand on ne vous arrête pas, c'est parti pour toute la journée, quoi. Mais je sais que vous avez organisé également le Festival des mariages ou un truc pour également des mariages. Est-ce que c'est la même chose? Voilà, le Festival international des familles a intégré pour la première fois le salon du mariage pour permettre à tous ceux qui interviennent dans l'industrie du mariage de venir proposer, parce que le festival, c'était des conférences, c'était des panels, c'était des soirées pour les célibataires, soirées pour les couples, des panels pour tout le monde. Mais à côté de ça, la famille, c'est la fête. Donc, il y avait un espace pour les enfants. Les enfants sont venus avec Maman Claire et Runga et mon nom, Tata Félicité qui était venue pour animer l'espace des enfants, des jeux, des enfants qui ont écrit des lettres de façon spontanée à leurs parents. Lettres d'amour à mon père, lettres d'amour à ma mère, des lettres qui nous ont émus. Si vous écoutiez le contenu, vous ne pouvez pas imaginer que les enfants pouvaient spontanément dire des choses de leur cœur de façon spontanée. Et puis maintenant, les stands, les exposants, tous ceux qui interviennent dans l'industrie du mariage, les robes, les dragées, les gâteaux, les chapiteaux,
tout ce qui peut intéresser la famille. C'était extraordinaire. Alors quand vous rentrez dans la salle... C'était du tout réuni en un seul endroit. Voilà. Et en 3 jours, tous les exposants ont créé d'abord une famille entre eux, parce que désormais, celui qui a des salles de fête, c'est qu'il peut contacter celui qui fait la décoration ou celle qui nous propose le gâteau. Et on a formé d'abord une famille. C'est du réseautage carrément. Exactement. Donc on a un répertoire désormais Festifa pour les exposants. Désormais, quand les mariés viennent, puisque nous organisons les mariages, on saura maintenant avec qui travailler et ça va s'agrandir, ça va s'agrandir. Donc le Festifa, c'était extraordinaire et ce que ça nous a permis de constater, c'est que la famille béninoise souffre réellement. Malgré tout ce qu'on fait, ça, elle souffre parce que certaines familles divisées, menacées, meurtries par la jalousie, par la haine, par l'obscurantisme. Et les membres de ces familles ne croient plus à ces genres de rassemblements parce qu'ils disent, mais ça ne va pas dans ma famille, j'irai entendre quoi là-bas. Donc c'est ceux-là qui croient encore, qui se sont déplacés pour dire à ceux qui souffrent que nous tous nous souffrons. Même moi, Sira qui parle, j'ai des blessures dans ma famille. Bien sûr. Dans le foyer, c'est que? Non, j'ai dit dans ma famille. Et même dans le foyer, aucun foyer n'est parfait, cher ami. Aucun foyer. Et quand vous voyez les couples heureux qui sourient et qui font tout le temps le chemin ensemble, la main dans la main, c'est que quand un verre tombe par terre, ils se rabaissent, ils se mettent ensemble pour ramasser les pots cassés. Il n'y a pas l'un qui reste là toujours à accuser l'autre. Il n'y a pas le tu, c'est toi, ça tue dans le foyer. Donc le couple heureux, ce n'est pas le couple qui n'a pas de difficultés, mais le couple qui parvient à transcender les difficultés et à rapidement passer, parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et maintenant, quand je parle de la grande famille, tel enfant a évolué, c'est l'enfant de telle tante, mon enfant n'a pas évolué, alors qu'ils n'ont pas le même sort. Et du coup, nous sommes en Afrique, il y a ce mal-là, on doit exorciser, comme le dit le père Théophile Akora, nous devons exorciser l'Afrique de certaines pratiques qui n'honorent pas la personne humaine. Et là, avec des pratiques occultes, on est là à rabaisser le niveau des gens, à faire de n'importe quoi. Et nos familles sont là dans la boue, alors que nous avons tous des familles rayonnantes, des familles qui sont prêtes à se mettre ensemble debout pour travailler. Le régionalisme, c'est pareil. Les barrières ethniques, nous sommes une et une seule famille et nous devons œuvrer pour que nos familles se portent bien. Si tu es heureuse, d'ailleurs ton nom le dit bien, tous ceux qui sont autour de toi seront heureux. N'est-ce pas? La nation sera heureuse. Là où tu travailles, tes collègues seront heureux. Mais quand tu es malheureuse, parce que tu es une énergie, et ça dépend sur tous ceux qui sont en contact de toi. Aujourd'hui, le terrorisme dont on parle, beaucoup de couples sont de vrais terroristes parce qu'ils ne savent pas que les actes qu'ils posent dans leur foyer, dans le secret, c'est ça qui déteigne sur tout ce que nous avons comme dégâts. Oui, comme le diraient certains, lorsqu'il y a un problème ou une guerre quelque part, c'est que dans un foyer, il y a déjà eu un problème à la maison. Merci beaucoup. C'est ça, exactement ça. Donc nous devons repenser le couple. Pour qu'il y ait de bonnes familles, il faut qu'il y ait des couples stables. Parce que ça n'a pas encore changé. Le bien n'a pas de couleur. La famille, c'est la communauté de vie entre un homme, une femme engagée, un homme responsable et une femme responsable, capable de s'ouvrir à la vie, parce que vous vous mettez ensemble, Dieu peut vous accorder des enfants ou vous pouvez accueillir d'autres enfants qui seront vos enfants, que vous allez éduquer. Donc la responsabilité doit revenir, l'éducation, la valorisation de la mission des parents. Oui. Comment devenir parent? Un enfant ne peut pas éduquer un enfant. Alors si nous avons des couples stables, comme le dit le Saint-Pape Jean-Paul II, l'avenir de l'humanité passe par la famille. Et nous, on complète en disant, si l'avenir de l'humanité passe par la famille, alors l'avenir de la famille passe par le couple qui se doit de donner une éducation stable, une éducation des vraies valeurs. Et une telle initiative peut avoir quelle retombée déjà sur la nation tout entière, parce qu'il faut le dire, en initiant déjà une journée internationale pour les familles, c'est que quelque part les Nations Unies également ont vu l'importance de la famille pour déjà la paix, d'autant plus que c'est inscrit dans les ODD. Quelle retombée cela peut avoir, votre initiative du genre, sur notre développement national? On aurait souhaité, j'aurais été heureuse de dire, voilà, tel ministère nous a accompagnés, tel gouvernement, le gouvernement nous a fait tel ceci, tel opérateur économique, mais on n'a pas eu cet engouement. Mais nous, ça ne nous étonne pas parce que à chaque niveau, les gens sont blessés. Les gens se déplacent avec une valise de problèmes, de souffrances depuis l'enfance. Même les hommes politiques ne sont pas épargnés, nos gouvernants ne sont pas épargnés. Ils ne comprennent pas, c'est un rendez-vous auquel tout le monde doit courir et honorer ce rendez-vous. Mais les gens ne comprennent pas simplement parce que l'RODD numéro 16, paix et justice. La justice se situe où dans nos familles aujourd'hui, où tout le monde est corrompu? La paix se situe où? Parce que la vraie paix, c'est d'abord en nous.
en chacun de nous. Moi, Sira, ici, j'ai un masculin, j'ai un féminin. Est-ce que j'ai réellement la paix au fond de moi? Il faut d'abord créer et asseoir cette paix avant de la partager avec les autres. Quand vous regardez les gens circuler, regardez un peu comment ça se passe. Il y a une longue file, tout le monde est dans cette discipline. Quelqu'un vient, paf, il rentre dedans et il désorganise tout. C'est comme ça qu'il vit dans son foyer. Observez un peu notre circulation et vous saurez quel genre de parents nous avons dans nos familles. Donc, ces genres d'initiatives, c'est pour que tout le monde s'associe. Ce n'est pas la petite personne de Sira, malheureusement, ni la petite personne de Siro, ou alors le comité de Love Power. Mais si nous, on a eu l'idée, nous avons besoin des gens pour porter ça. Mais nous disons déjà bravo à ceux qui se sont déplacés, parce que sur tous les pays qui étaient au rendez-vous à Philadelphie avec le pape, c'est le Bénin seul qui a initié le Festival international des familles. Et c'est parti parce que l'écho est allé loin. Voilà. Et le trop-plein n'est pas critère de succès. Nous avons eu quand même ce qui nous a fait plaisir, des jeunes qui se sont déplacés. Donc pour déjà une première édition, c'est un succès. On dit bravo à tous ceux-là qui ont cru en nous et merci à ceux qui n'ont pas cru parce que la deuxième édition, c'est du 3 au 5 mai 2019. Nous serons encore en œuvre. Déjà sûr? Oui. Waouh, ça c'est bien. Ah, ben, qu'est-ce que Siro et Sira Seke gagnent dans une telle initiative? Vous avez posé la même question que ma collaboratrice qui me regardait un jour, je la moyais. Je dis, j'étais dans ma voiture, j'ai commencé par pleurer. Je disais, mais pourquoi tout ça? Parce que des gens ont commencé par dire, bon, on ne pourra plus vous accompagner. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée. Et ma collaboratrice dit, mais madame, qu'est-ce que vous gagnez même dans tout ça là? Et quand je l'ai regardé, la chose m'a dit, nettoie vite ton visage. Je dis, voilà la Sira même que tu as devant toi. Ce n'est pas celle-là qui coupe partout. Non, 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 je suis aussi vulnérable. Pour te dire que ce que je gagne, c'est le retour, le bénéfice social. Et quand vous pouvez déjà toucher un seul jeune par vos paroles, parce qu'on nous a demandé à la journée de la communication que nous soyons des vecteurs de paix, que ce qui sort de notre bouche soit une arme à construction massive. Si déjà en parlant, si déjà en courant de bureau, si déjà en organisant des trucs comme ça, Love Power passera, peut toucher un jeune qui a eu des blessures depuis son enfance et qui aujourd'hui ne croit plus en l'amour, en me voyant peut-être ce midi sur cet écran, peut se dire, c'est encore possible, j'ai gagné une place au ciel. N'est-ce pas? C'est plus important pour moi. En tout cas, on a eu vos impressions après l'organisation du festival ici même. On vous remercie pour la disponibilité. Merci. Mais très rapidement, un mot à l'endroit de nos dirigeants, parce que vous avez démontré sur ce plateau l'importance d'une famille et une société inclusive pour le développement, pour la paix sociale. Un mot à l'endroit de ces dirigeants pour une volonté politique autour de la chose. Alors, je veux juste faire une démonstration. Un homme et une femme qui se battent, les enfants sont là. La conséquence directe, c'est sur les enfants. Ces enfants deviennent majeurs. L'homme travaille dans une structure, la femme peut-être aussi travaille dans une structure différente. Ces deux structures sont déjà impactées. Ce qui veut dire quoi? Quand le foyer ne va pas bien, tous les éléments du foyer qui sortent de ce foyer pour aller travailler, soit aller à l'école, soit aller dans les entreprises, impacte négativement ces entreprises. Ces entreprises doivent apporter un plus à la société. La société aussi est impactée et toute l'humanité est impactée. Voyez juste de partir d'un homme et d'une femme ce que ça peut avoir comme conséquence sur le monde entier. Alors je voudrais demander aux dirigeants, même si vous qui me regardez en tant que dirigeant, vous savez que vous avez des problèmes, vous avez des situations que vous gérez dans votre famille. Est-ce que ce n'est pas le moment, si Dieu vous a mis à cette place, de faire tout possible pour que la jeune génération soit bénéficie de l'apport que vous allez donner aux familles ou alors aux initiatives de ces familles ou alors de ces organisations qui militent pour la famille. Deux, est-ce que l'État, on dit l'État c'est nous, d'accord, mais si nous sommes toujours là, nous sommes seuls et nous ne sommes pas accompagnés, est-ce que nous pouvons pousser loin nos initiatives? Est-ce que nous pouvons déployer le géant qui est en nous? Alors il faut déjà une promotion de tous ceux-là, tous ces acteurs, ils sont tellement nombreux au Bénin et autour de nous, qui s'engagent à se donner corps et âme pour que les valeurs où nous revenions, qu'il y ait un retour aux valeurs familiales. Nous en appelons à la bonne conscience et au cœur de père, de mère, de ces dirigeants qui ont les moyens. Et je précise, vous avez bel et bien les moyens, mais vous pensez que c'est mieux de les réserver pour les campagnes. Moi, ma campagne électorale, c'est la famille et nous n'avons que 2 camps. Si la famille va,
tout ce que vous avez comme institution ira très bien. Ça, merci beaucoup, Sira Seke, co-initiatrice du Festival international des familles, avec laquelle on parlait de famille et société inclusive pour l'atteinte des ODD numéro 16. Merci beaucoup, Sira. C'est moi. Et bon retour chez vous et coucou à Siro. Je ne manquerai pas, il vous suit. N'est-ce pas? J'étais très sûre. Alors, mesdames et messieurs, après donc l'espère de ce soir, nous allons installer le deuxième plateau du grand rendez-vous de ce 16 mai, Nature et bien-être. L'albinisme, il faut connaître la maladie pour une bonne prise en charge. Nous avons commencé par en parler sur ce plateau hier. Aujourd'hui, nous avons un spécialiste, bon teint, je dirais même Franck Yedomon. Il est dermatologue pour nous parler du sujet. Mais d'abord, suivons ce reportage réalisé à cet effet. Ils se font remarquer à travers leur aspect physique avec des yeux très sensibles à la lumière. Des personnes atteintes d'albinisme, le constat n'est pas propre à un pays ou à un continent. Dans tout le monde entier, sur 17 000, une personne est atteinte d'albinisme. Alors en Afrique, sur 4 000, une personne est atteinte. Donc vous allez voir qu'en Afrique, c'est beaucoup plus élevé. Et dans certaines régions telles que la Tanzanie, il y a plus d'albinos, près de 19 000 albinos, approximativement 1500 au Bénin. Enfants ou adultes, ils ont tous une absence totale ou presque totale de la mélanine dans leur corps, mais ne sont pas tous atteints de l'albinisme au même degré. Il y a l'albinisme oculaire, il y a l'albinisme cutané, il y a l'albinisme oculocutané. C'est cette particularité génétique héréditaire qui leur vaut d'être victimes de discrimination et plus loin d'assassinats dans certains pays comme le Bénin. Même trouver du travail pour un albino, c'est compliqué. À moins que ça soit un concours, on ne l'a pas vu. Et là, il est admis confidentiellement des autorités ou des personnes qui sont bien dans du privé m'ont dit, mais en fait, c'est vrai, tu te bats pour eux, mais moi, je ne peux pas avoir un dans mon bureau. Ou même si je suis seule à seule avec un albinos, je vais crier. Depuis novembre 2014, au moins 18 personnes albinos ont été tuées rien qu'au Malawi, comme dans la plupart des pays africains. Quelques cheveux d'albinos tressés dans les filets de pêcheurs permettraient des pêches miraculeuses. Les sorciers, eux, prétendent pouvoir rendre riches, chanceux et guérir du sida grâce à des portions réalisées avec des membres d'albinos. Un business macabre qui tourne en Afrique. Au plan sanitaire, l'albinos est de façon fréquente sujet à des problèmes de santé par défaut de moyens financiers. Ils ont des rousseurs et quand ça continue, ça fait des peaux de taches. Quand ils ne mettent pas des produits solaires, ils ont maintenant ces taches qui commencent maintenant par toucher tout le corps et au fur et à mesure. Et là, ils sont exposés à des problèmes de cancer. C'est des crèmes solaires qui vont jusqu'à 15 000 francs. Et voilà, merci mesdames et messieurs. Nous avons sur ce plateau Franck Yedomon, le dermatologue, qui va nous parler de l'albinisme. Merci d'être là, docteur. Merci, merci. Au cabinet, tout se passe bien? Parfait, ça va. D'accord. Alors, pourquoi la personne atteinte d'albinisme fait peur? En tout cas, ils ne me font pas peur, hein, mais oui, je ne sais pas pourquoi certaines personnes ont peur de cette conception de la chose vient du fait que les gens manquent d'informations. Et là où il n'y a pas le savoir, l'ignorance peut tuer très rapidement. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous devons informer les populations sur l'albinisme. Et c'est ce que nous allons faire d'ailleurs ici même. Et quelle est la réelle cause de la chose? Hier, on parlait un peu de tout sur les personnes atteintes d'albinisme, mais on n'a pas pu dire concrètement ce qui cause la chose. Quelle est la cause de l'albinisme? Au niveau de la peau de l'homme, nous avons des cellules qu'on appelle les mélanocytes, qui sont au niveau de l'épiderme et qui produisent de la mélanine. Oui. Voilà. Chez ces albinos, dans les mélanocytes existent bien sûr, mais la production de mélanine est soit partielle, soit donc totalement annulée. Donc, totalement? Totalement.
Ce qui fait qu'on a un déficit héréditaire de la formation de la mélanine au niveau donc, de la peau de ces albinos et qui va atteindre non seulement la peau, mais qui va atteindre également les yeux, l'oculaire. Pourquoi on parle d'albinisme oculo-cutané. C'est pourquoi vous allez voir, à part les manifestations qui sont des manifestations dermatologiques, nous avons des manifestations qui sont oculaires, comme la photosensibilité. C'est des gens qui sont très, très, très sensibles à la lumière. À la lumière. On voit très souvent les yeux faire plusieurs mouvements à la fois. C'est ce qu'on appelle le nystagmus. Et ça, ce sont des particularités qui font que ces gens-là ont besoin d'une assistance, que ce soit du dermatologue, que ce soit de l'ophtalmologue. Mais j'aimerais quand même précisément savoir qu'est-ce qui est à la base de cette insuffisance de la mélanine ou carrément cette absence totale de la mélanine. En fait, on définit l'albinisme oculo-cutané comme un trouble génétique. C'est génétique. C'est génétique. C'est quelque chose qui est génétique et qui est à transmission autosomique récessive. C'est-à-dire que ça peut ne pas arriver d'une génération à l'autre, mais ces traces de séquences génétiques qui sont piégées peuvent apparaître à 2-3 générations ou bien une génération sur deux. Et donc, c'est donc une enzyme qu'on appelle la tyrosinase qui va permettre la production de la mélanine, donc alors qui va subir donc des blocages héréditaires génétiques et qui va entraîner l'albinisme. Alors là, il n'y a rien à faire pour éviter la chose? Voilà, pour là, ce qui est difficile à dire, c'est les cas de cancer. On a des cas de cancer cutané qu'on appelle les carcinomes épidermoïdes qui vont détruire l'albinos. Ce qui fait que quand vous voyez des albinos, pour quand ils sont jeunes, ça va, mais quand vous les voyez entre 30 et 50 ans, vous voyez des individus donc, qui vont perdre la vue ou bien qui ont des difficultés oculaires. Et c'est dans cette phase que vous allez voir le plus de cancer possible. Et on n'a pas de solution miracle pour eux. C'est-à-dire de solution curative. On ne peut pas guérir de l'albinisme. Mais c'est pas guérissable. Mais la seule chose que nous avons comme arme thérapeutique aujourd'hui, c'est d'abord la prévention. D'accord. La prévention des rayons ultraviolets. Le soleil produit une mosaïque de rayons ultraviolets, les A, les B, les C, mais ce sont les A et les B qui traversent donc, qui viennent en fait au niveau de la Terre. Et donc, ces rayons-là vont agir donc sur la peau des albinos, parce que si vous et moi nous sommes noirs, c'est parce que nous avons des mélanines, nous avons des mélanocytes qui produisent de la mélanine qui nous protègent de ces rayons UV. Mais l'albinos n'en a pas. Et donc, ces rayons-là vont entraîner des altérations au niveau de la peau, et ces altérations progressives vont aboutir au cancer cutané si l'individu n'est pas suivi. Quand vous voyez ce que je vois qui est très difficile dans nos rues, c'est de voir dans les feux, de voir des albinos qui sont allègrement en train de vendre soit des biscuits, soit je ne sais pas, un peu de tout. Sans aucune protection. Sans aucune protection. Et là, il faut insister sur la protection solaire. D'abord vestimentaire, et ensuite vous avez les écrans solaires qui existent en gel, en crème, en pommade, qui permettent à l'albinos donc de se protéger. Mais la plupart des albinos, souvent, ils souffrent de l'indigence. Et cette indigence fait qu'ils ne peuvent pas acquérir ces crèmes, ces écrans solaires qui ont la présidente de Valeur Albinos a parlé de 15 000 francs environ. Et ça encore, c'est une moyenne. C'est une moyenne. C'est une moyenne, oui. On peut aller à des crèmes solaires, si vous voulez des crèmes solaires avec des indices donc, de protection à 50, vous pouvez aller trouver dans des 22 000, 23 000. Et donc, c'est grave. Mais qu'est-ce que fait le dermatologue? Qu'est-ce que fait l'ophtalmologue? On ne peut pas guérir des problèmes génétiques. Mais que faites-vous? Ce que nous faisons, c'est la surveillance. Même si l'albinos est protégé, il peut arriver des fois que l'albinos peut subir donc alors un coup de soleil qui va aboutir donc à ce qu'on appelle des érythèmes, des kératoses actiniques, c'est genre sorte de plaques en fait qui sont un peu croûteuses qui apparaissent sur la tête ou bien qui prennent des aspects noirâtres. Nous, on peut arriver. On a eu, je sais pas, je ne vous arrête pas, mais le réalisateur, s'il peut nous aider à voir des images là, on a eu des images d'albinos avec des taches noires. C'est de ça que vous parlez? Ce sont des kératoses actiniques, des érythèmes, ou bien des névus pigmentés qui vont apparaître. Et ces lésions-là sont des lésions précancéreuses. Donc, si elles ne sont pas vues tôt, on va, lorsque
le soleil continue son activité, oui. on va vers des cancers. Donc c'est pourquoi chez les albinos, lorsqu'on a ces névus, ces kératoses actiniques, ces érythèmes sur la peau, il faut automatiquement consulter un dermatologue pour avoir une prise en charge correcte, que ce soit avec la neige carbonique, que ce soit voilà ce dont je parlais. Voilà, ce sont des lentilles actiniques, des kératoses actiniques qui prennent un aspect un peu noirâtre et qui vont, si elles ne sont pas prises en charge, évoluer vers des dysplasies cutanées, c'est-à-dire des cancers qu'on appelle les carcinomes épidermoïdes. Et ça, c'est important de le dire parce que souvent, l'albinos, il se dit qu'il n'a pas les moyens pour venir en consultation. Et nous, avec l'association VISA, qui est une association française, l'association quoi? VISA, Vision pour une Afrique solidaire. Nous avons décidé de mettre la consultation gratuite pour les albinos. Ah bon? Absolument. Gratuite pour les albinos. Oh, les amis, pour les albinos. Si vous m'écoutez, vous allez... Je vais prendre votre contact, nous allons prendre votre contact après, et puis dès qu'ils nous appellent, on va leur envoyer cela. Parce qu'on ne peut pas être médecin et avoir des maladies comme ça, dont les personnes ne sont pas responsables, et rester insouciants, de rester sans rien faire. Nous avons décidé de mettre la consultation dermatologique gratuite pour les albinos vivant au Bénin. Et la gratuité s'arrête uniquement à la consultation? Oui, on va voir comment on peut y aller loin. Vous savez, pour prendre en charge un albinos, même si vous avez de la volonté, il faut avoir les moyens d'acheter de l'azote liquide pour traiter les kératoses actiniques. Il faut avoir les moyens de leur donner des crèmes solaires. Si vous n'avez pas ces moyens-là, mais la consultation, elle ne fait que une consultation de constat. Donc, vous ne bougez pas beaucoup. Je vois. Voilà. À part ça, vous avez la consultation également ophtalmologique qui doit pouvoir suivre, pour pouvoir voir, évaluer la diminution de l'acuité visuelle, le port donc des lunettes anti-ultraviolets solaires, et également les encourager chaque fois à la protection vestimentaire. Mais est-ce qu'il y a des tenues appropriées à porter, que ces albinos doivent porter? C'est de se protéger contre le soleil. Vous voyez un peu en Arabie Saoudite, il y a beaucoup de soleil, vous voyez des femmes qui se couvrent. L'essentiel, ce serait ça pour ces albinos. Avec des casquettes. Vous allez vous voir qu'au fil du temps, l'albinos, quand il grandit, il est de moins en moins réceptif à ce qu'on lui dise. Voilà, il ne veut pas se sentir entièrement à part. Et nous, on doit également, avec les assistants sociaux, trouver les moyens pour que l'accompagnement soit un accompagnement réussi. Je vois. Voilà. Mais là, maintenant, comment expliquer alors le fait qu'il y ait des personnes atteintes d'albinisme sans aucune tâche? Elles sont tellement belles, ces personnes albinos-là. On se dit, mais comment elles procèdent? En général, c'est que les personnes de leur environnement ont fait un travail correct. Un travail de protection anti-UV. Un travail de prévention à partir de crèmes, à partir de choses là, et que l'albinos lui-même, il est discipliné dans sa conduite. J'ai déjà vu des albinos à 20, 22 ans, 23 ans qui ne portent aucune lésion cutanée. Et c'est pour dire que c'est possible, de vivre correctement avec son albinisme. D'accord. Mais un appel à l'endroit de ces personnes atteintes d'albinisme, surtout à l'endroit de leur entourage, parce que la présidente de l'association a parlé, la société ne les accepte pas comme ça, de telle manière qu'il y a encore un autre problème psychologique qu'il faut gérer. Oui, il faut accompagner l'albinos du point de vue d'abord conseil. Il faut l'amener à respecter donc les consignes, c'est-à-dire de ne pas prendre de bain de soleil, se protéger du soleil, utiliser les crèmes solaires. Et lorsque, même malgré cela, il y a l'apparition de n'importe quelle lésion cutanée, il puisse consulter pour avoir un résultat correct. Parce que c'est une maladie qui va se poursuivre toute la vie, donc nous n'avons pas les moyens. Ce n'est pas guérissable, vous l'avez dit tantôt, on vit avec. Nous n'avons pas les moyens de les guérir, mais nous avons les moyens de protéger l'albinos des cancers cutanés. Nous avons les moyens d'aider l'albinos à ne pas arriver à ce stade. Et là où c'est plus dur, c'est que dans plusieurs pays, il y a des crèmes rituelles qui naissent de l'ignorance des populations. On va aller se dire qu'il faut attraper, pour prendre des cheveux d'albinos, des cœurs d'albinos, les pieds d'albinos pour faire certains rituels. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons pouvoir dénoncer ces crimes rituels sur les albinos. N'est-ce pas? C'est même plus grand, c'est qu'il y a même des enfants même qui sont
en bas âge qui sont... On prend les pieds, on casse les têtes sur le baobab du village en disant que ce sont des... Je ne sais pas. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, il faut apporter l'information. Un albinos, il peut vivre comme tout le monde. Il est comme vous, simplement qu'il n'a pas les éléments au niveau de sa peau pour le protéger du soleil. Et si vous voyez un albinos, si vous ne pouvez pas l'aider à protéger sa peau, ce n'est pas la peine de faire du tort à un albinos. N'est-ce pas? Parce que l'albinos, il est comme tout le monde. Il a deux déficits. Voilà. Le déficit de protection lié à la mélanine et le déficit oculaire. Tout simplement. Et il faudrait l'aider pour qu'il soit quelqu'un à part entière. Et non entièrement à part. Et non entièrement à part. Merci beaucoup. Merci Franck Yedomon. Vous êtes dermatologue. Avec vous, on parlait de l'albinisme, une maladie à connaître pour une bonne prise en charge. Merci, bon retour chez vous. Merci beaucoup. Nous serons donc avec Maurice Tantan, journaliste web, tout à l'heure. Mais d'abord, on va suivre ce reportage qui nous parle du code numérique et ce sera avec Rodrigue Babagüeto. C'est une avancée décisive qui permettra au Bénin de mettre en œuvre son ambition de devenir leader digital du continent. Promulguée le 20 avril 2018, la loi numéro 2017-20 portant code du numérique au Bénin est composée de 647 articles divisés en 7 livres. Des définitions nécessaires à la compréhension du texte aux dispositions transitoires et finales, elle prend en compte les prestataires de services de confiance, le commerce électronique, la protection des données à caractère personnel, sans oublier la cybercriminalité, la cybersécurité, les contenus abusifs et les infractions de presse en ligne. Désormais, les lus pour vous devront faire attention puisque, à l'article 550 de la dite loi, quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux est puni d'une amende de 500 000 francs CFA à 1 million de francs CFA. Comme autre innovation essentielle, le Code sécurise juridiquement la conclusion de contrats en ligne, réglemente le droit pénal applicable en matière de crimes et délits commis en ligne et clarifie la responsabilité de l'ensemble des acteurs de Internet. Il donne le niveau de sécurité juridique aux partenaires publics et privés, start-up béninoises, autant qu'investisseurs internationaux. Le Bénin est l'un des premiers États africains à procéder à la mise en place d'un tel code. C'est à l'application que l'on verra s'il répond effectivement aux attentes. C'est vous qui avez raison, Rodrigue Babagüeto. Merci pour ce récit. Et nous avons, comme je le disais, Maurice Tantan, journaliste web. Merci d'être avec nous. Bonjour, cher confrère. Bien sûr, bonjour, heureuse d'Anandé. Bonsoir, Maurice. Bonsoir. Alors, Maurice, vous étiez sur le plateau hier. Absolument. Et avec Assioum, vous aviez abordé le sujet, en tout cas un pan du sujet, l'impact sur les journalistes web, vous en êtes un, l'impact sur les blogueurs, vous êtes le président de l'association des blogueurs du Bénin, et l'impact sur les entreprises de presse en ligne. On va poursuivre sur ce plan-là déjà. Oui. Quel impact du code numérique sur les entreprises de presse en ligne? Oui, le code vient réglementer un peu un domaine qui semblait être laissé un peu pour compte sans réglementation. Je le disais hier, on a un code de l'information et de la communication, mais qui, disons, ne prend pas véritablement en compte tout ce qui est les aspects économiques des entreprises de presse en ligne, avec le code numérique qui a bien précisé qu'il vient compléter, qu'il vient renforcer le code de l'information et de la communication. Il y a des responsabilités et surtout de la précision par rapport à certaines infractions. Par exemple, en ce qui concerne les infractions de diffamation via des moyens de communication électronique, le code précise clairement quelles sont les sanctions auxquelles on est exposé en ce qui concerne les amendes, en ce qui concerne également les peines privatives de liberté. Et donc, disons que le code vient avec plus de responsabilités pour les auteurs, les personnes qui publient du contenu en ligne, pour les médias, pour les entreprises de presse en ligne. Mais d'un autre côté, il a aussi quelques avantages
pour ces entreprises-là également, notamment ce qui concerne la protection des données, la protection des communications, et puis certaines priorités, je dirais, au niveau des fournisseurs, des opérateurs, des fournisseurs d'accès à Internet, etc. Donc, le code sécurise aujourd'hui, je dirais, les données de l'acheteur et en même temps du e-commerceur. Voilà, bien sûr. Le code a apporté ces innovations-là, notamment le code crée ce qu'on appelle l'autorité de protection des données à caractère personnel, par exemple, et définit clairement les modalités d'utilisation, les modalités de collecte des données, les modalités de stockage, de conservation et aussi les modalités d'utilisation des données par ceux qui collectent, c'est-à-dire les opérateurs, mais également par le consommateur à qui on donne le droit, par exemple, de consulter ces données, de les récupérer, etc. Et selon vous, ce sont des impacts vraiment avantageux pour ces jeunes entrepreneurs en ligne? Pour les jeunes entrepreneurs, oui, forcément, c'est avantageux. En tout cas, ça régularise un domaine, ça permet d'avoir un cadre... Qui semblait échapper aux autorités. Voilà, échapper notamment à un instrument juridique. Donc aujourd'hui, le code permet de délimiter les rôles. Pour ce qui concerne les jeunes entrepreneurs, il faut voir les avantages, notamment ce qui concerne, par exemple, le commerce en ligne. Le code vient protéger à la fois le consommateur, mais également l'entrepreneur en définissant un certain nombre de règles, notamment si je prends le cas du consommateur, en définissant très précisément qui est le consommateur, définissant aussi le délai de contraction. Donc si j'achète un objet, une marchandise en ligne, il y a un délai pendant lequel j'ai le droit de retourner sans payer d'amende, quelque chose que ce soit, et être remboursé. Si, par exemple, il y a des défauts sur le produit que je remarque. Il y a également ce qui est relatif à, j'allais dire, j'ai parlé tout à l'heure du délai de contraction, de rétraction, pardon. Mais il y a aussi d'autres éléments relatifs à l'ouverture de ce qu'on appelle des API. Ça, c'est au niveau de ceux qui font les applications mobiles. Donc, le code vient aussi réglementer ce secteur-là également. D'accord. Mais Rodrigue Baba-Breto disait, je dirais, bon, dans le jargon, dans sa chute, à la fin de son récit, l'applicabilité de ce code-là. Oui. C'est bien, hein, vous dites les avantages et tout, mais est-ce que c'est réellement applicable? Moi, comme il a dit, hein, c'est sur le terrain qu'on verra. Moi, je dis toujours que le vote d'une loi n'est pas une fin en soi. Le vote d'une loi n'a jamais réglé de manière systématique un problème ou bien une situation d'ordre social ou économique. Voilà. Donc, ce qui fait que la loi est bien perçue, appréciée sur le terrain, c'est comment on l'applique. C'est à l'épreuve qu'on peut se rendre compte qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. C'est heureusement que la loi est dynamique. Quand on peut faire des révisions, on peut améliorer des choses, on peut toujours ajouter ou retirer des choses. Maintenant, il faut dire que sur ce code-là, vous allez voir que c'est un document assez vaste. C'est 6 livres au moins et plus de 600 articles. Et il faut dire que le Parlement a bénéficié d'appui extérieur, d'experts qui ont travaillé pour la rédaction de ce code-là qui est quand même unique en Afrique de l'Ouest, il faut le reconnaître. Et en fait, on parle de l'applicabilité de la chose là parce qu'on se dit, est-ce que tout ce qui est dit dans le code reflète ou est conforme à notre environnement? Est-ce que les experts ne sont pas venus et ils ont conçu des articles sans tenir compte de notre environnement, du fonctionnement de l'entreprise en ligne ici dans notre pays? Non, je ne crois pas.
Je ne crois pas. Je pense que le travail qui a été fait reflète bien, conforme. Je pense que c'est des experts qui ont tenu compte également de l'environnement national pour pouvoir travailler sur ce document-là. Et quand je prends le code, je vois du début jusqu'à la fin, il y a et puis ce n'est pas un code qui vient régler un aspect. Il y a beaucoup d'aspects. On va poursuivre, on va entrer dans les détails tout à l'heure. Il est 19h45 et mon chef d'édition me fait signe, il faudrait retourner l'antenne à la rédaction pour le journal. Et ce sera avec Amandine Aniambosso. Mesdames et messieurs, le journal tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Le sommaire de cette édition. Démarrage du jeûne musulman demain jeudi 17 mai 2018. Le président de l'Union islamique du Bénin l'a officiellement annoncé au cours d'une conférence de presse à Cotonou. Les poissons qui proviennent des cours d'eau du Bénin sont tous contaminés et pour cause, l'utilisation des pesticides. Des mesures urgentes s'imposent. À la découverte du métier de géomètre, ces génies du bâtiment sont indispensables dans la délimitation des propriétés immobilières. De quoi retourne cette corporation? Élément de réponse dans ce journal. Quatrième pilier de l'islam, le jeûne musulman démarre ce jeudi 17 mai. Le président de l'Union islamique du Bénin a donné l'information lundi dernier au cours d'une conférence de presse à Cotonou. Nous vous proposons de suivre l'imam Asifatou Amoussa. Il est au micro de Sylvanie Atchanou et Anthony Alaka. Frères et sœurs en islam, ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous puissiez craindre. Chers fidèles musulmans, le prophète bien-aimé d'Allah nous enjoigne dans un hadith des recueils de Bukhari et Muslim, jeûner lors de la vision de la lune, et si elle est cachée, comptez le mois comme étant 30 jours. Beaucoup de sources dignes de foi viennent de nous confirmer l'apparition ce soir du croissant lunaire. Ainsi donc, l'Union islamique du Bénin a le plaisir d'annoncer officiellement le début du mois béni de Ramadan. Au nom du Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin, je voudrais donc, en cette occasion solennelle, souhaiter à chacun d'entre vous et à vos proches et aux membres de votre famille respective la bonne santé et la force nécessaire pour l'accomplissement du jeûne pour une adoration agréée. C'est parti donc pour un mois de privation et d'abstinence. Les fidèles musulmans sont donc conscients de la grâce qui leur a été accordée de voir ce mois de Ramadan. Mais des dispositions doivent être prises pour bien vivre ce moment de jeûne. Les précisions avec Sylvanie Atchanou et Anthony Alaka. Le jeûne musulman, œuvre obligatoire pour tout fidèle musulman ayant dépassé la puberté. De l'aube au coucher du soleil, le musulman doit s'abstenir de manger, de boire, mais aussi contrôler ses actes et propos. C'est déjà la veille du Ramadan, occasion pour les élus du nouveau mois de rendre grâce. Ceux qui verront effectivement le début de ce mois et la fin de ce mois doivent savoir que c'est vraiment une grâce d'Allah. Parce que, qui souviennent à tous qu'il y a des frères avec qui nous avions fait le Ramadan passé, et qui ne sont pas aujourd'hui avec nous. Hors de cela, c'est d'abord maximiser les récompenses qu'il y a dans ce mois. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois qui est chargé d'innombrables récompenses. Et les bons fidèles, ceux qui ont l'habitude de faire le Ramadan, savent déjà que c'est un des piliers de l'islam.
Et donc on doit jeûner pendant les 30 jours. Mais pour les malades, les malades ne sont pas obligés de jeûner. Ils doivent faire des sacrifices de repas aux autres pour combler ce vide-là. Pour jeûner, il faut d'abord connaître la date exacte du démarrage du mois de Ramadan et respecter les exigences et prescriptions qui sont. Ceux-là qui ont eu des dettes de Ramadan passé, de bien vouloir les payer avant de rentrer dans une nouvelle période. Il faut jeûner, il faut prier, il faut savoir les heures de prière. Parce que malheureusement, c'est qu'il y en a qui prient avant les heures de prière, il y en a carrément qui sont laxistes là-dessus. Autre disposition à prendre, c'est les prières nocturnes, et surtout que nous faisons. Il y a des heures pour commencer, il y a des moments pour finir, et surtout, il faut être quand même dans la limite des choses, éviter parfois de perturber. Si vous jeûnez et que votre cœur n'est pas propre, ça ne sert à rien de jeûner. Il faut avoir le cœur propre, les idées bien claires, le corps sain pour bien faire sa prière et son ramadan. Pratiquer sa religion avec foi en faisant l'aumône est l'essentiel que doit donc retenir le fidèle musulman en cette veille du ramadan. Autre élément dans ce journal, une étude récemment réalisée montre que l'utilisation des pesticides a de graves conséquences sur les écosystèmes. On ne s'en rend pas compte, mais les poissons qui proviennent de nos eaux sont contaminés. Devant le fait, des mesures s'imposent. Suivez ce reportage de Roch Akwaïnon pour plus de précision. L'étude a porté sur le lac Nokoué, le fleuve Ouémé, la lagune de Cotonou et certaines régions cotonnières du Bénin. Elle a recherché les impacts des résidus de pesticides sur les écosystèmes aquatiques et les résultats interpellent la conscience collective. Les recherches ont montré que les plans d'eau sont contaminés. Et les plans d'eau, les différentes espèces aquatiques qui ont été prélevées sont contaminées. Et également certaines espèces végétales que nous consommons également et certaines espèces végétales consommées par les bovins également sont contaminées par des résidus de pesticides. Même le simple fait de pulvériser perturbe également ces agriculteurs. Lorsqu'ils inhalent par exemple ces produits, ça crée beaucoup de perturbations à leur niveau. Les poissons mâles sont féminisés, par exemple, et si les poissons mâles sont féminisés et que tout est féminisé dans le milieu, je crois que la production, la reproduction, le taux de poissons dans les plans d'eau vont diminuer. La chercheure, dans son exposé, alerte sur les dangers liés à la consommation de ces espèces contaminées. Il y a des conséquences sur l'homme. La consommation de ces résidus de pesticides, ça agit sur le système nerveux. Ça provoque une perturbation au niveau de la spermatogenèse. Quand il y a une perturbation au niveau de la spermatogenèse, il y a le problème de fertilité qui se pose, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Même si l'unité toxique n'est pas encore alarmante dans les poissons prélevés dans ces plans d'eau, il convient toutefois, selon la scientifique, de prendre certaines dispositions. Lorsqu'on consomme le poisson qui est frais, sous l'effet de la chaleur, il y a une bonne partie de ce résidu de pesticides qui va dans la sauce, une bonne partie est dégradée. Mais le reste que nous consommons, le reste va s'accumuler dans nos tissus adipeux. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de faire frire le poisson. Comme ça, tous les polluants vont dans l'huile. L'huile ne doit pas être réutilisée. Le poisson qui est fumé, par exemple, permet d'éliminer au moins 50% des résidus de pesticides. Les poissons qui est frit dans l'huile permettent d'éliminer au moins 90% des résidus de pesticides. Mais le poisson qui est consommé frais, ça permet d'éliminer 20 à 25% des résidus de pesticides. L'unité toxique obtenue pour ces différentes espèces n'est pas encore très alarmante. Donc on peut toujours continuer de les consommer, mais je propose qu'avant de les consommer, il faut les faire frire avant de les consommer. Les pesticides, autant elles sont nuisibles à l'environnement, autant elles le sont pour la santé humaine. On fait recours à son expertise pour identifier, délimiter, mesurer et évaluer une propriété immobilière. Le travail du géomètre revêt une délicatesse singulière. Igor Ayosso et Herman Rodrigue Amégan nous amènent à la rencontre d'une équipe de géomètres. Reportage. Avec nos appareils, les différentes Une séance de briefing avant l'embarquement pour le terrain.
données topographiques que nous pouvons avoir aussi bien sûr. Les consignes sont claires, pas question de passer outre. Direction, le chantier. Le matériel déployé, place au travail, sous la supervision de l'expert géomètre. Vu par un profane, ces appareils suscitent curiosité. Essayons de percer le mystère. Donc ici, comme j'ai dit, c'est un appareil, un niveau qui est chargé de nous décrire le relief. Ici, nous avons un théodolite électronique. Électronique parce que lui, il est chargé juste de nous donner les angles de façon électronique. Les distances, nous les mesurons. Ici, nous avons un GPS bifréquence. Et cet appareil nous aide beaucoup plus facilement à aller vite sur nos travaux et nous aide beaucoup plus facilement à ne pas trop nous fatiguer quand nous devons faire une grande superficie, par exemple. Pour en arriver à déployer ces matériels en toute légitimité et réclamer le titre de géomètre, le chemin est long, très long quand on vise l'expertise. En tout, on peut dire 10 à 11 ans après le bac. Quand vous avez un bac de nos séries scientifiques, c'est ça qui est recommandé, ou bien la C ou bien la D, vous intégrez maintenant une école de topographie. Et avec votre bac, vous faites 2 années pour avoir ce que nous appelons le BTS, le brevet de technicien supérieur. Normalement, il est recommandé 3 années en plus du BTS pour sortir ingénieur géomètre. Et vous vous présentez à l'ordre des géomètres de votre pays. Et c'est l'ordre des géomètres qui vous met en stage d'expertise. Vous êtes astreint à faire 2 années d'expertise judiciaire dans un cabinet de géomètres experts déjà installés. Donc vous faites ces 2 années-là. Quand vous finissez ces 2 années, on vous inscrit au tableau de l'ordre. L'ordre donc écrit au ministère là-bas et le ministre vous donne l'agrément pour que vous exercez votre profession en votre propre nom. Mesurer des surfaces, prendre des données techniques importantes à toutes fins utiles, là se limite le champ d'action du géomètre. Mais les demandeurs n'ont pas tous le même regard sur cette corporation, des préjugés à tort ou à raison. Il n'y a pas une profession sans brebis galeuse. Il nous est recommandé, au moment même où on prête serment, il nous est rappelé un certain nombre d'obligations, un certain nombre de restrictions. Ce qui est dit par rapport à ce qu'on vole parcelle et tout ça, ce n'est pas si vrai que ça. Parce qu'une parcelle n'est pas extensible. Mais ce n'est pas si faux. Parce que je reconnais qu'il y a de nos amis, qu'il y a de nos collaborateurs qui se prêtent à ce genre de choses. Fin de partie pour cette équipe, on remballe le matériel. Cap sur un autre site, c'est le quotidien du géomètre. Hors du Bénin, les images sont impressionnantes. Le volcan du mont Merapi, situé en Indonésie, est entré en éruption. Les villageois vivant à proximité ont fui leur maison. Fort heureusement, on ne compte aucune victime. Reportage. Le Merapi, un des volcans les plus actifs du monde. Il est entré en éruption, provoquant le dégagement d'un énorme nuage de cendres jusqu'à 5000 mètres d'altitude. La pluie de cendres est tombée jusque dans certains quartiers situés à une trentaine de kilomètres du volcan. Les autorités ont ordonné aux habitants établis dans les rayons du mont Merapi sur l'île de Java de quitter les lieux. L'aéroport de cette ville touristique a été fermé temporairement et 8 vols ont été annulés. Ce type d'éruption n'est pas trop dangereux et peut se produire dans n'importe quel volcan actif, a toutefois indiqué un porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes dans un communiqué. Pour rappel, le Merapi a connu depuis 2010 une série d'éruptions qui ont provoqué la mort de plus de 350 personnes en Indonésie. Et ce sera tout pour ce journal. Très bonne suite des programmes de BB24. Merci à vous, merci ma fine fleur, la fine fleur du jardin d'Heureuse, Amandine Niambossou. On se dit à demain. On poursuit les échanges, Maurice. Je dis la fine fleur et vous souriez. Non, c'est sans commentaire. N'est-ce pas? Eh oui, ça se passe de tout commentaire. Parce que pour d'autres, Amandine Niambossou, qui est ma fine fleur, est le bouquet. Ah, d'accord. Alors, on parlait... beaucoup de noms de fleurs pour elle seule. N'est-ce pas? Eh oui, parce que c'est une dame
toute particulière. Alors, Maurice, on ne parle pas d'Amandine sur ce plateau, on parle du code numérique. Et voilà, par rapport aux articles, vous disiez tantôt, je me demandais si ça répond, tout ce qui est dit dans les articles, dans le code, répond à notre environnement. Moi, je dis a priori oui. A priori oui, parce que c'est le législateur béninois qui a voté ce code-là. Et donc, le législateur, il a lu, il s'est rendu compte que oui, ça peut aller. Mais comme je le disais aussi, la loi est dynamique. On peut se rendre compte que dans l'application, qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Et donc, on peut améliorer. Et ça, au moins, c'est quelque chose qui est évident qu'on peut le faire. Donc, on peut s'assurer à la base. Mais je pense qu'il y a un travail qui a été fait sur le document. Et moi, quand je... et puis, le numérique, aujourd'hui, c'est quelque chose de très universel. C'est-à-dire que un site web que vous construisez au Bénin et un site web qu'on construit en France ou aux États-Unis, c'est quasiment les mêmes paramétrages, c'est les mêmes choses. Et les mêmes réalités. Et les mêmes réalités. Et donc, quand je lis, je me rends compte que on est vraiment dans les mêmes proportions et donc ce qui se fait de bien ailleurs se retrouve dans le code, que ce soit en ce qui concerne le e-commerce, la contraction des conventions en ligne, donc c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, le code vient baliser le terrain pour que deux personnes s'entendent sur un contrat en ligne, voilà des choses qu'il faut mettre en place. Il y a aussi la certification des signatures électroniques, donc qui donne plus de confiance aux entrepreneurs, aux investisseurs pour venir investir sur ce secteur-là. Donc, ce sont des avantages et je ne pense pas que ce soit quelque chose de différent. Après, il faut savoir qu'il y a des points, des aspects du code qui ne s'adressent pas au grand public. Il y a des aspects du code qui s'adressent exclusivement à des personnes d'une certaine expertise, qui s'adressent à des grands groupes, qui s'adressent à des entrepreneurs. Et puis, il y a d'autres aspects qui s'adressent à des utilisateurs comme vous et moi, notamment ce qui concerne tout ce qui est communication électronique, les contenus qu'on met sur les réseaux sociaux et tout ça. Voilà, donc il y a plusieurs aspects. Après, il revient à chacun de voir si, pour ce qui lui concerne, il est dans les normes, il est dans les règles. Et puis, éventuellement, s'il y a des améliorations à faire, c'est également aux citoyens de mettre la main dessus, de les signaler. Et évidemment, le législateur aussi va se saisir à son moment, en son temps pour faire l'amélioration. Vous aviez dit que c'est avantageux pour l'entreprise ou l'entrepreneur en ligne. Mais quelles sont les retombées pour notre économie même? Oui, les retombées pour l'économie, comme je vous l'ai dit, c'est le développement de tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle ici aujourd'hui l'économie numérique. C'est-à-dire que toutes les activités qui se passent, qui sont génératrices de revenus, qui sont créatrices d'emplois, qui se déroulent sur l'écosystème numérique. Dans une régularité bien précise. On a parlé de e-commerce. Aujourd'hui, avec le cadre que le code définit, ça veut dire que les gens ont plus de facilité à créer des entreprises en ligne, des boutiques virtuelles et tout. C'est des choses qui vous coûtent moins cher que les boutiques physiques. Vous n'avez pas besoin d'aller louer un local et tout. Vous avez vos produits à la maison, vous avez une boutique en ligne, vous pouvez vendre. Donc ça peut développer ce type de commerce. La confiance qu'on crée en mettant en place la certification d'une signature numérique, la possibilité aux gens de contracter en ligne, ça veut dire que vous pouvez avoir des investisseurs étrangers qui font des contrats avec vous en ligne et pas besoin de se déplacer, donc c'est des coûts en moins. Donc ça favorise l'investissement également. Et puis sur d'autres aspects, l'accès universel que le code favorise également permet de toucher des zones plus reculées qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas couvertes par les opérateurs, mais grâce à l'accès universel, le service public peut amener le réseau
dans certains endroits et donc permettre aux populations d'être plus en plus sur les réseaux et ce sera toujours plus de consommateurs et donc plus d'activités économiques. Et ce sont les propos du journaliste web, du spécialiste en la matière. Merci beaucoup Maurice Tantan. Merci, Maurice, heureuse. bonne soirée. Bonne soirée à vous. Mesdames et messieurs, on va à présent suivre l'actualité sur la toile. Ce sera avec Marcela Rossi et c'est une réalisation de Léonida Onzo. Amis du web, bonsoir. Démarrons cette revue avec cette publication de Radio France Internationale. Face à l'épidémie de fièvre Ebola qui sévit en RDC dans la province de l'Équateur, à Bikoro, l'OMS a dit se préparer au pire des scénarios. À ce jour, 42 cas de fièvre hémorragique ont été signalés, 2 confirmés, 21 probables et 19 suspects. Pour l'Organisation mondiale de la santé, le bilan de l'épidémie qui a sévi en Afrique de l'Ouest depuis 2014 est très lourd avec au moins 11 000 décès et 10 000 survivants avec séquelles. La mobilisation financière est de taille. Le système ONU-OMS mobilise 3,6 millions de dollars. La fonction Wellcome Trust a provisionné plus de 2 millions d'euros et l'Italie en a promis 3 000 euros. Les besoins sont évalués à 25 millions d'euros pour les 3 prochains mois. On se prépare au pire des scénarios, rassure le directeur général de l'OMS. Pas de plaques voilées, pas d'immatriculation non conforme, pas de vitres teintées, nous sommes toujours en RDC. Ce sont les décisions des autorités de la police communiquées en début de semaine. Tous les propriétaires de véhicules doivent impérativement se soumettre à ces dispositions qui ne sont pas nouvelles. Aujourd'hui, les autorités de la police mettent particulièrement en cause les conducteurs de voitures baptisés Kate. Mais dans l'opinion, certains craignent que les contrôles envisagés ne puissent engendrer des difficultés de transport lorsque ce genre de personnes qui sont à bord des véhicules concernés enlèvent et surtout du moment qu'ils disposent de sacs et de bijoux de grande valeur pour aller le jeter dans la banlieue, cela n'a pas de prix par rapport à ce que nous voulons faire. Rétorque le porte-parole de la police, le colonel Piero Moana Mputu. Du sport pour clôturer cette revue. À quelques heures de la finale de la Ligue Europa qui oppose ce soir l'Olympique de Marseille à l'Atlético Madrid, Marseille était en effervescence. Si le club n'est pas favori, il peut compter sur la mobilisation de ses supporters survoltés. Avant cette finale, les supporters marseillais comptaient les heures avec en tête un seul souhait, la victoire, 25 ans après le sacre de l'Olympique Marseille en Ligue des Champions. Cela faisait une éternité qu'on avait vécu ça, sans enthousiasme. David, cadre dans une banque de la place. J'y vais pour la victoire. Sur un match, tout est possible, assure-t-il. Ainsi se referme la revue de l'actualité en ligne. À bientôt. Merci. Marcela Rossi, à bientôt. À bientôt.
Mesdames et messieurs, le grand rendez-vous du 16 mai 2018 s'achève ici même. On remercie tous les invités qui ont pris part sur ce plateau pour nous apporter leur expertise. Également mes chefs d'édition, Rodrigue Babaguito, Herman Amégan et Marcel Fondi, sans oublier toute l'équipe technique conduite de main de maître aujourd'hui par Gilles Armel Gbeiré. Mesdames et messieurs, on va se retrouver demain, certainement avec la même équipe technique. D'ici là, portez-vous très bien.